Bonjour, bienvenue à Nouveau Regard, je suis Laure Grandbois. Aujourd'hui, nous parlerons de la responsabilité alléguée du président dans les événements survenus le 6 janvier au Capitole, de la censure à grande échelle qui s'en est suivie, visant particulièrement les républicains, et de la tendance idéologique qui se dégage de ces événements. Tout d'abord, veuillez prendre note que nous avons investi d'autres plateformes web. Vous pouvez désormais nous trouver sur Odyssey et YouMaker en suivant les liens dans la boîte de description sous cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne, à partager et laisser vos commentaires. Veuillez prendre note que la manière la plus sûre de rester en contact avec notre équipe est de vous abonner par courriel, également via le lien dans la boîte de description. Le 8 janvier, le compte Twitter du président Trump a été définitivement fermé, tout comme celui de certains de ses principaux alliés, l'ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et l'avocate et ancien procureur fédéral Sidney Powell. La censure s'est également étendue au mouvement citoyen Stop the Steal et à d'autres organisations favorables au président. Mis à part la plateforme Twitter, Facebook, YouTube, Pinterest, Snapchat, Reddit et Instagram ont également interdit le président de leur plateforme. Suite au bannissement de Twitter et Facebook, un grand nombre d'utilisateurs ont rejoint la plateforme alternative Parler. Ils auraient été si nombreux à troquer Twitter pour Parler que l'application serait devenue l'application gratuite la plus téléchargée sur l'Apple Store. Elle compterait maintenant 20 millions d'utilisateurs. Toutefois, Apple et Google ont retiré l'application Parler de leurs App Store et Play Store et Amazon a suspendu l'application de ses serveurs. Les trois géants de l'information ont accusé Parler de permettre la publication de contenus dangereux et de ne pas mettre en œuvre des politiques de modération adéquates. Parler a intenté un procès contre Amazon, alléguant que les services d'hébergement de la société enfreignaient les lois antitrust ainsi que leur accord contractuel. Selon le PDG de Parler, il s'agit d'un effort visant à écraser le principal concurrent de l'espace web de ces plateformes. Selon la section 230 de la loi sur la décence en matière de communication, les fournisseurs de services web ne sont pas responsables des informations fournies par leurs utilisateurs. Toutefois, elle protège les opérateurs de services informatiques qui, de bonne foi, suppriment ou modèrent le contenu de leurs utilisateurs qu'ils jugent obscène ou offensant. Bien que la section 230, qui a été adoptée à une époque où l'utilisation du web était peu courante, a permis au web de se développer, il semble que ces protections doivent aujourd'hui faire l'objet d'un examen approfondi dans un contexte où elles permettent la censure à des fins idéologiques et politiques et portent gravement atteinte à la liberté d'expression. Ainsi, en censurant systématiquement tout discours conservateur et tout contenu pouvant porter atteinte à ses opposants, comme la suspension du compte du New York Post à la suite du scandale lié à Hunter Biden pendant la campagne électorale, les géants de télécommunications deviennent, en toute immunité, des outils politiques partisans utilisés à des fins non prévues par l'article 230. Certains ont affirmé travailler à la création d'une nouvelle plateforme qui puisse être libre. Également, à la suite du bannissement du président de leur plateforme, Twitter et Facebook auraient conjointement perdu 51 milliards de dollars selon le Business Insider. Les républicains semblent également être l'objet de sanctions économiques. La société de paiement Stripe et la boutique en ligne de la campagne Trump Shopify ont tous deux suspendu leur service à la campagne Trump, alléguant que le président a incité à la violence le 6 janvier. De grandes entreprises ont également annoncé mettre fin aux donations destinées aux 147 congressistes républicains qui se sont opposés au vote du collège électoral le 6 janvier. Il s'agit notamment d'American Express, Airbnb, Amazon, AT&T, La Croix-Bleue, Commerce Bank, Dow Chemical, Marriott, Mastercard, etc. Selon ces derniers, cette opposition au vote du collège électoral a visé à saper la démocratie. La maison d'édition Simon & Schuster a également cancellé la publication du livre du sénateur Josh Hawley intitulé « La tyrannie de la Big Tech », sous prétexte que le sénateur Hawley, qui s'est opposé au vote du collège électoral pour l'État de la Pennsylvanie, a joué un rôle dangereux dans les événements du 6 janvier. Ces actions pourraient sembler surprenantes, voire préoccupantes, puisque l'opposition des congressistes au vote du collège électoral est un processus prévu par la Constitution afin d'assurer l'intégrité des votes, et les démocrates y ont eu largement recours au cours des élections présidentielles précédentes.
Le président Trump a-t-il été responsable des événements du 6 janvier? Nous mettrons dans la case description le verbatim complet du discours du président le 6 janvier afin que vous puissiez en prendre connaissance et tirer vos propres conclusions. Selon le correspondant de guerre Michael Youn, qui a une grande expérience de couverture des manifestations aux États-Unis et en Asie et qui était présent à l'extérieur du Capitole le 6 janvier, il y aurait eu présence dans la foule d'agents provocateurs de type Antifa. Antifa est un mouvement politique d'extrême gauche qui participe activement aux manifestations aux États-Unis et qui a recours à la violence et à la destruction. Il dit s'opposer à l'extrême droite. Selon M. Youn, il y aurait eu le 6 janvier des groupes de personnes semblant être venus avec un plan défini, portant différentes combinaisons de casques, de tenues noires ou de camouflage, de sacs à dos et d'équipements de protection. Certains avaient des écouteurs et des walkie-talkies. Selon M. Youn, des membres du groupe Antifa auraient étudié les tactiques utilisées par les manifestants à Hong Kong, bien que les deux mouvements soient totalement distincts. M. Youn a remarqué que les agents provocateurs allégués qui auraient été présents au Capitole le 6 janvier ont utilisé des tactiques prises de Hong Kong, notamment dans le fait de changer de vêtements pour ne pas être connus. Selon M. Youn, ces tactiques ne sont pas nouvelles et sont inspirées du Antifascist Handbook qui prévoit de porter les vêtements de l'ennemi et de brandir leur drapeau. Selon M. Youn, des agitateurs auraient joué le rôle de canaliser l'énergie de la foule pour l'inciter à aller dans une certaine direction ou s'en prendre aux policiers, attiser la haine, etc. La journaliste indépendante japonaise Masako Ganaha a également analysé la scène précédant la mort de la partisane de Trump, la vétérane des forces de l'air Ashley Babbitt. Mme Ganaha a identifié 2 hommes qui, selon elle, ont joué un rôle d'agitateur et un troisième qui a filmé la scène en tant que témoin. Selon l'analyse de leur comportement par la journaliste, ces derniers étaient liés et ont tenté de river les partisans de Trump contre les policiers. Un des 3 hommes est John Sullivan, fondateur du groupe révolutionnaire Insurgents USA. M. Sullivan est connu pour avoir participé aux manifestations aux émeutes liées au mouvement Black Lives Matter. Dans un tweet du 28 décembre, il déclare soutenir la révolution armée pour arriver à ses fins. Dans un tweet de janvier, Sullivan écrit « Time to burn it all down », le temps est venu de tout brûler, suivi de #BLM, #Antifa, #abolir le capitalisme, #abolir la police, #jurons Trump. Toutefois, le compte de M. Sullivan n'a pas été banni de Twitter, bien que M. Sullivan ait été arrêté le 14 janvier. Le but de ce propos n'est pas d'excuser les partisans de Trump, nul doute qu'ils ont été nombreux à entrer illégalement au Capitole et à commettre des méfaits. Nous soutenons simplement l'idée que la foule a possiblement pu également être infiltrée par des agitateurs spécialisés visant à discréditer les partisans de Trump et à les inciter à commettre des méfaits. Soulignons également que les rassemblements des partisans de Trump sont connus pour être pacifiques. Quant aux policiers, plusieurs vidéos ont montré qu'ils étaient peu nombreux à garder le Capitole et ont semblé être complètement pris au dépourvu par les manifestants, voire les ont laissés entrer avec peu de résistance. How did a disorganized mob break into what's supposed to be one of the most secure buildings in the world? What's about to happen? What? I'm pressed. No, you can't come in. Nobody can come in. Selon un article du Washington Post, le 4 janvier, soit 2 jours avant l'événement, le chef de la police du Capitole, Steven Sund, avait demandé aux sergents d'armes de la Chambre et du Sénat, ainsi qu'à ses superviseurs, la permission d'appeler la Garde nationale en prévision du 6 janvier, inquiet du nombre de partisans qui allaient prendre part au rassemblement. Toutefois, cette demande lui a été refusée. Même son cloche du côté de la maire du district de Columbia, Muriel Bauer, qui aurait refusé du renfort en prévision de l'événement. Dans une lettre du 5 janvier adressée au ministère de la Justice et au Pentagone, la maire Muriel Bauer décline le déploiement de l'armée et de la Garde nationale, car selon elle, le personnel non identifiable, souvent armé,
sèmerait la confusion parmi les résidents et les visiteurs et pourrait devenir une menace pour la sécurité nationale sans que la police métropolitaine et les forces de l'ordre fédérales puissent discerner les groupes armés. » Fin des citations. Elle a écrit que la police métropolitaine est bien préparée pour l'événement. Les responsables du Pentagone ont souligné que la police du Capitole n'a pas demandé de renfort de la garde de Washington avant l'événement, ni demandé de mettre en place un plan d'urgence en cas d'émeute avec des gardes prêts à intervenir. Ce n'est qu'à 14h26, lorsque le sergent d'armes s'est joint à une conférence téléphonique avec le Pentagone, que des renforts supplémentaires ont été demandés. Les responsables du Pentagone auraient répondu au sergent d'armes que la garde nationale n'était pas adaptée à un déploiement immédiat et ce n'est que vers 17h40 que les troupes ont finalement atteint le Capitole. Le 14 janvier, le président de la Commission sénatoriale de la Sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, ainsi que le président de la Commission judiciaire du Sénat, soit les sénateurs Ron Johnson et Lindsey Graham, ont demandé au Congrès de nommer un groupe indépendant chargé d'enquêter sur les événements survenus au Capitole le 6 janvier, déclarant que le Congrès ne devrait pas être autorisé à enquêter lui-même sur la question. Quant au président Trump, il a plusieurs fois appelé à la paix. Dans son discours, il a dit « Je sais que tout le monde ici va bientôt marcher vers le bâtiment du Capitole pour faire entendre sa voix de manière pacifique et patriotique. » Fin de citation. Plus tard dans la journée, il a publié cette vidéo. Le président a donc dit « Vous devez rentrer à la maison, nous devons avoir la paix, nous devons avoir la loi et l'ordre, vous devez respecter ces grands représentants de la loi et de l'ordre. » Fin de citation. Toutefois, cette vidéo a été supprimée par Twitter. À 14h38, le président Trump a tweeté « Stay peaceful ». Plus tard, il a qualifié les attaques au Capitole d'odieuses. Il a dit « Pour ceux qui se sont livrés à des actes de violence et de destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous paierez. » Fin de citation. Le bannissement du président sur les réseaux sociaux par les géants des télécommunications a également été condamné par le président mexicain Andrés Manuel López, le premier ministre adjoint australien Michael McCormack et le ministre des Finances français Bruno Le Maire, mais également par la chancelière allemande Angela Merkel et le leader de l'opposition russe Alexei Navalny. Les déclarations de ces deux derniers sont particulièrement symboliques étant donné les régimes passés et actuels de ces pays. Quant au secrétaire d'État Mike Pompeo et l'ancienne ambassadrice aux Nations Unies Nikki Haley, ils ont fait un lien entre la censure de Twitter et les tactiques du Parti communiste chinois. Rappelons par exemple qu'en 1999, une campagne de propagande haineuse et mensongère avait été déployée dans toute la Chine par le Parti communiste chinois pour diaboliser les pratiquants du Falun Gong et légitimer leur persécution. Dans la série éditoriale intitulée « Comment le spectre du communisme dirige le monde », on peut lire « Tout mouvement politique communiste commence par l'opinion publique. Les médias répandent des mensonges pour inciter à la haine, qui finit elle-même par se transformer en violence et en meurtre. Les médias jouent un rôle crucial dans ce mécanisme mortel. » Le bannissement du président Trump des réseaux sociaux ainsi que les sanctions économiques visant particulièrement les républicains, combinées à la plus récente tentative de destitution du président sur la base d'allégations selon lesquelles il aurait incité à l'insurrection et n'étant appuyé d'aucune enquête, crée à tout le moins la suspicion et alimente la division de la population dans un contexte où une réconciliation nationale serait plutôt nécessaire. Espérons que cette dynamique s'arrêtera ici. Chers amis, nous terminerons ici pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à cliquer la mention « J'aime », la partager et la commenter. Nous vous rappelons également que vous pouvez vous abonner par courriel à notre chaîne via le lien dans la boîte de description sous cette vidéo. Nous vous remercions grandement de votre attention et nous vous disons à la prochaine.